renforcer vos compétences autour du jeu et des activités d'éveil. Alors, les fondements du jeu. Donc déjà, les enfants, ils jouent partout, tout le temps, hein. Pas forcément quand on propose un jeu dirigé, l'enfant, dès qu'il arrive quelque part ou même à l'extérieur, quand on fait la queue quelque part, l'enfant, il va toujours occuper son temps. Du coup, le jeu, pour lui, c'est une façon naturelle d'explorer le monde. Le jeu, ça va lui permettre plein de choses, hein, de développer ses compétences, de construire ses apprentissages, mais aussi de comprendre comment fonctionne le monde. Donc, le jeu, ce n'est pas un petit plus pour l'enfant, c'est vraiment un outil essentiel d'apprentissage et c'est dans son quotidien. Par exemple, quand l'enfant il va jouer à la poupée ou avec les petits animaux de la ferme, eh bien, en fait, il va développer plein de choses. En fait, en jouant avec les animaux ou la poupée, eh bien, il va rejouer des scènes de son quotidien, il va exprimer ses émotions, il va enrichir son vocabulaire, il va jouer des rôles, il va comprendre comment se positionne chaque personne. Donc, c'est vraiment essentiel et énorme ce que apporte le jeu. On va le voir en détail. Et la posture professionnelle autour du jeu, elle va être aussi essentielle. Parce que notre rôle en tant que pro, c'est de soutenir l'enfant et de lui proposer un environnement qui va être pensé et réfléchi. Donc, le rôle de vraiment les professionnels de la petite enfance autour du jeu, ça va être de proposer un espace de jeu qui va être soutenant pour l'enfant, de observer ce qui se passe pendant que l'enfant joue, d'ajuster sa position, donc de savoir tout le temps comment je me place, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. L'objectif aussi, ça va être de sécuriser, mais laisser aussi l'enfant libre d'explorer. Mais tout ça, toute cette posture professionnelle, évidemment, ça s'apprend, c'est pas inné. Parce que nous, quand on était petits, on n'avait pas des parents ou forcément une nourrice qui nous accompagnait de cette manière dans le jeu. Donc, ces moments d'accompagnement, ça va montrer que vous êtes vraiment des professionnels. Donc, si vous êtes en démarche de VAE ou vous avez envie d'améliorer votre posture, ça va être essentiel d'être dans ces apprentissages, d'analyser votre posture, car derrière, l'objectif, c'est de contribuer au bien-être de l'enfant et de le démontrer. Donc, soit au jury si vous passez votre VAE, ou aux parents ou à votre équipe si vous travaillez auprès d'une équipe. Donc maintenant, on va voir un petit peu le jeu comme support central du développement. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'enfant de jouer? Donc ça, cette partie-là, je trouve qu'elle est très importante de reprendre les bases, car ça va du coup enrichir votre vocabulaire professionnel. Quand vous allez expliquer, par exemple, aux parents, aujourd'hui, j'ai laissé les enfants en jeu libre dans des jeux de construction, peut-être que le parent il peut se dire « Ah oui, du coup, ils n'ont pas fait grand-chose. » Mais derrière le jeu de construction, il y a eu plein de choses. Donc, c'est important de reprendre toutes ces bases. Donc, le jeu, ce n'est pas que je mets en place un jeu pour que l'enfant développe du plaisir. Mais c'est vrai que grâce au plaisir, l'enfant, il va apprendre plus facilement. Et derrière le plaisir, il y a plein d'autres choses. Donc, la première chose, ça va être que le jeu permet le développement moteur. Donc, le développement global et le développement de la motricité fine. Donc, la motricité globale, l'enfant, pendant qu'il joue, il va mobiliser tout son corps. Donc, il va développer sa coordination, mais aussi tous les aspects du développement global. Donc, c'est-à-dire, il va réussir à mieux courir, à mieux grimper, à se déplacer dans l'espace, à découvrir son équilibre, sa force. Donc, ça va favoriser sa posture et il va se sentir plus à l'aise dans son corps. Ça va développer aussi sa motricité fine, donc sa capacité à attraper des petits objets, à enfiler, à trier, à découper. Du coup, plein de capacités qui vont être essentielles pour son futur. Au niveau, alors, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous proposez un parcours moteur. Donc, l'enfant, quand il va être sur le parcours moteur, lui, ce qu'il va pouvoir développer, c'est vraiment sa capacité d'équilibre, de coordination. Donc, ça va favoriser, en plus de tout ça, sa prise de risque parce qu'il va oser faire et du coup, au-delà de sa motricité globale, ça va aussi enrichir sa compréhension
autour de lui de l'espace, donc au niveau cognitif, et au niveau affectif, sa confiance en lui. Donc, le rôle d'une pro quand on accompagne un enfant dans un parcours moteur, ça va être d'observer l'enfant, où il en est dans son développement, qu'est-ce que je peux lui proposer, d'intervenir le moins possible pour le laisser tester. N'oublions pas l'objectif, quand on propose un parcours moteur, c'est que l'enfant développe sa motricité globale. Donc, si on est toujours à côté de lui, à lui donner la main, à tenir son corps, eh bien, en fait, ça ne permet pas ce développement. La posture qui va être le plus adéquate dans un parcours moteur, ça va être de laisser l'enfant tester par lui-même. Si jamais vous avez mis un petit banc et que l'enfant n'arrive pas à monter et que vous êtes là, vous le soutenez, vous l'empêchez de développer sa confiance en lui. Et quand même, le plus important pour l'enfant, c'est d'arriver à trouver une stratégie pour réussir à mettre son petit pied ici, s'équilibrer de l'autre côté avec son coude, et une fois qu'il a monté par lui-même, et bien là, vous allez voir la fierté. Donc, en plus de développer son équilibre, sa coordination, ses muscles, ça développe sa confiance en lui. Donc, voilà pour le moteur. Au niveau cognitif, de proposer des jeux, ça permet plein de choses. Déjà, la première chose, la mémoire. Parce que l'enfant, quand on va proposer plusieurs fois les mêmes petits jeux, par exemple un jeu de construction, et bien quand il va refaire, et bien en fait, il va se rappeler des étapes. Donc en fait, ça va consolider sa mémoire parce qu'il va se souvenir. Si on rappelle, et c'est ce qu'on fait, rappelle beaucoup les consignes et les règles, et bien il va petit à petit aussi développer sa mémoire parce qu'il va se souvenir de ce qu'on a dit. Puis on va lui dire, je te rappelle, tout à l'heure, j'avais expliqué la règle. Ça va soutenir aussi au niveau cognitif son attention. Les enfants, ils ont un temps de concentration qui est assez court. Donc, plus on va proposer des choses répétitives, plus l'enfant va pouvoir rester concentré sur une même activité qui va le motiver. Donc, quand il va rester concentré sur une activité qui lui plaît, donc je ne sais pas, par exemple la lecture, du coup, de lui proposer tous les jours de la lecture, ça va permettre à son petit cerveau de développer cette compétence de concentration qu'il va pouvoir ensuite développer au moment du repas, quand on va lui demander d'attendre quelques minutes ou d'être concentré sur la fin du repas. Et bien, en fait, comme il aura appris à le faire pendant le jeu, pendant la lecture, et bien, il arrivera de plus en plus à le faire. Au niveau cognitif, les jeux, ça permet aussi la résolution de problèmes. Et oui, on commence dès la petite enfance. Quand on va demander à un enfant d'essayer de rentrer, pas lui demander, mais il va le faire tout seul, d'essayer de rentrer un petit cube dans une petite boîte, et ben, il va tester, il va expérimenter. Et du coup, après, en grandissant, eh bien, il se rappellera que il faut faire de plusieurs manières pour réussir. Donc, ça va lui apprendre petit à petit à résoudre des problèmes. Comme par exemple le laisser faire des tours, eh bien, en fait, il va apprendre qu'il faut équilibrer, qu'il faut pousser un petit peu. Donc, c'est pareil pour plus tard, pour à l'école, pour dans sa vie professionnelle, ça va lui apprendre petit à petit à résoudre des problèmes. Le jeu, ça développe aussi la créativité. Parce que l'enfant, il invente des histoires, donc il va développer son imaginaire. Il va aussi détourner les objets. Par exemple, un enfant, s'il n'a pas les mêmes jeux qu'un adulte, moi j'ai vu des enfants prendre des petits objets pour se fabriquer, par exemple, un bavoir qui traînait avec la petite anse, un petit garçon qui le prenait comme un sac à main. Donc, il détourne l'objet. Ou un enfant qui utilise un capla comme un téléphone portable. Bon, malheureusement, on est beaucoup avec nos téléphones, donc dès qu'il y a une forme d'un jeu qui rappelle un téléphone, ils vont vouloir imiter l'adulte, donc ils vont être dans une pensée symbolique. On va faire comme si cet objet, c'était ça. Donc, ils sont dans une représentation, ils jouent un rôle. Et ça développe leur intelligence. Donc, au niveau cognitif, ce qui va être important, ça va être de leur donner des jeux qui vont être répétitifs, qui vont permettre la résolution, qui vont permettre la concentration, qui vont permettre la mémoire. Donc, tout ce qui va être jeu de construction, les circuits, les caplas, les Lego, les duplos, tout ce qui va être petits jeux avec des règles, les memory, les lotos, mais de détourner les règles, bien sûr, pour les adapter à des plus petits. Le memory, on ne va pas proposer un jeu de memory avec 20 objets à retrouver. Mais au début, on en met 2, 3, 4, juste des toutes petites règles pour que l'enfant il commence à développer son intelligence. Moi, par exemple, le jeu du loto, je l'utilise dès je dirais 18 mois, 20 mois, où je donne une petite carte à un enfant, je mets toutes les cartes sur la table
et par exemple une petite carte avec un soleil. Et sur la table, je mets toutes les cartes retournées. Je dis à l'enfant, bah, essaye de retrouver le soleil. Et vous voyez, c'est détourner le jeu du loto pour que l'enfant il commence à développer son intelligence. Au niveau affectif, donc le jeu est vraiment un énorme support pour développer le côté affectif. Donc déjà, pour que l'enfant il puisse exprimer ses émotions, tout ce qu'il va ressentir, hein, la peur, la joie, la frustration, la colère. Donc on peut le faire sur une activité dirigée. Donc par exemple, ah oui, tu peux là, vas-y, exprime ta colère. Donc de lui donner des craies grasses, des choses où l'enfant va faire des grands mouvements, il va libérer toutes les émotions qui peuvent être bloquées. Mais vous pouvez le faire aussi en dehors du contexte de l'émotion. Si vous êtes par exemple dehors et que vous voyez un enfant qui jette un ballon, qui le jette fort, ben là on peut accentuer le jeu. Vas-y, encore plus fort, encore plus haut. Et là, on sait que ça permet de libérer les tensions. Mais comme nous, quand par exemple on est stressé ou en colère, on va faire du sport, et bien en fait, ça libère et ça nous permet du coup de retrouver un état plus tranquille. Ben, c'est pareil pour les enfants. On peut aussi, au niveau affectif, proposer à l'enfant de recréer des scènes avec des petits personnages, par le biais de petits personnages. Moi, par exemple, ce que je faisais souvent avec les enfants, donc un petit peu plus grands, vers 3 ans, euh, je les accompagnais dans le jeu pour voir un petit peu leurs difficultés. Là, je pense par exemple à une situation avec un petit garçon qui avait du mal à la cantine. Du coup, il venait on l'accueillait toujours le mercredi et les vacances scolaires. Et du coup, avec les animaux de la ferme, on avait rejoué la cantine. Donc, il mettait des petites assiettes pour refaire la cantine. Et en fait, au bout d'un moment, bah, il s'énervait parce qu'il y avait un animal qui ne voulait pas manger. Il le mettait au coin. Donc, on voyait qu'il rejouait la scène où il y avait eu beaucoup de frustration, beaucoup de peur certainement, pendant que cette dame de cantine bah, l'avait puni. Et ça va permettre, pendant ce jeu, de gérer des situations où il y a eu de l'anxiété qui ont été très anxiogènes pour l'enfant. Donc l'enfant, quand il rejoue la scène en sécurité, eh bien, il va devenir acteur, il va reprendre de la puissance dans un moment où il a été impuissant. Son jeu va lui permettre de libérer les tensions. Donc, c'est super important au niveau affectif, quand on voit qu'un enfant a des difficultés dans la séparation, dans l'expression de ses émotions, de jouer avec lui ou de lui refaire jouer la scène. Donc là, ça va être plus un accompagnement un peu plus thérapeutique. Moi, ce que je propose beaucoup, par exemple, en coaching, ça va être des jeux d'attachement et les jeux de renversement de pouvoir. Donc ça, j'ai fait tout un atelier là-dessus, donc je vous invite à taper jeux de renversement de pouvoir, et là, vous allez pouvoir les découvrir. Du coup, là, par exemple, c'est proposer un jeu à un enfant où l'enfant va reprendre une posture de sujet et pas d'objet. Donc, par exemple, l'enfant va faire prisonnier l'adulte. Et du coup, c'est l'enfant qui va se sentir maître du jeu quelque part. Mais c'est OK parce qu'on est dans le jeu. Donc, c'est dans ces moments-là que du coup, l'enfant va pouvoir développer cette sécurité. Ou un jeu beaucoup plus classique où on va rejouer au docteur et l'enfant va soigner son petit doudou. Et là, ça va permettre à l'enfant de prendre soin du doudou, de mettre des mots, de cajoler, de rassurer doudou. Et bien, par rapport à ce jeu, il va pouvoir ressortir et exprimer toute la peur qu'il a ressentie au moment où il était avec le médecin. Donc, ça va vraiment favoriser son développement affectif. Au niveau du développement affectif, ça permet aussi de renforcer l'estime de lui, le jouer, parce que l'enfant, il va réussir. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au parcours moteur. Et du coup, il va avoir un sentiment de compétence, qu'on a toujours besoin de nous adultes, hein, quand on réussit quelque chose, voilà, de sentir qu'on est fier de nous, et ben, ça se développe déjà chez l'enfant. Et il va sécuriser aussi son attachement, parce que si l'adulte est là, disponible, avec l'enfant, bienveillant, et ben, l'enfant il se sent soutenu et il va pouvoir aller chercher de l'aide ou avoir quelqu'un qui va soutenir ses apprentissages et qui va reconnaître ses émotions et qui va mettre des mots. Donc, ça renforce le lien et la sécurité. Au niveau social, donc au niveau du développement social, l'enfant, par le jeu, il va apprendre les règles sociales, à faire chacun son tour, on partage, on coopère. Vous le faites tout le temps. Déjà pour les plus petits, quand on fait le temps chanson et qu'on va dire les prénoms des enfants, eh bien en fait, les enfants, ils s'attendent à ce qui est leur prénom et du coup, ils attendent leur tour. Donc sans faire chacun son tour vraiment devant le toboggan, par exemple, déjà, on le met en place tout le temps
quand on est avec les enfants sur des petites activités. Moi, je sais par exemple, quand on faisait les temps chansons, il y avait des petites fiches chansons. Donc, quand on arrivait au temps chansons, je disais aux enfants, choisissez la chanson que vous voulez qu'on chante et chacun son tour, vous m'amènerez votre petite fiche chanson. Vous voyez, on est déjà dans l'apprentissage de chacun son tour, on attend. Ça permet aussi les jeux d'entrer en relation, d'apprendre comment se comporter avec les autres. C'est les 4 verbes de la relation que moi j'utilise beaucoup en coaching: demander, refuser, donner et recevoir. Et on a tous un de ces verbes de la relation avec lequel on peut avoir un peu plus de mal que les autres. Et là, ça va venir de comment nos parents étaient avec nous et comment on a pu jouer autour de tous ces termes-là. Donc ça va être essentiel d'amener toutes ces dimensions, que l'enfant, il puisse refuser, il puisse dire non, il puisse poser ses limites, il puisse recevoir un jeu, il puisse partager, donner. Donc ça va être vraiment des choses qu'on va mettre en place dans le jeu. Au niveau social aussi, le jeu permet de développer l'empathie, qui est essentiel pour avoir des bonnes relations. C'est vraiment comprendre qu'est-ce que vit l'autre à côté de moi. Comprendre aussi quelles sont ses intentions. Moi, il y a un jeu que je proposais beaucoup quand j'étais en crèche. C'était un jeu d'expression corporelle. Vous le trouvez sur YouTube, c'est Justin le petit lapin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un CD, moi j'avais à l'époque, mais maintenant on le trouve sur YouTube. Et du coup, c'est une histoire d'un petit lapin qui va creuser son terrier et du coup, il raconte tout ce qu'il va faire et après, il va aller se cacher dans son terrier ou dans un coin parce qu'il y a le chien du voisin qui peut l'attaquer. Et en fait, dans ce jeu, donc, on écoute le CD et en même temps, on va faire ce que le petit lapin fait. Donc, on va creuser, on va faire sa toilette, donc ça apprend les parties du corps, donc ça développe le vocabulaire, la motricité, mais aussi l'empathie parce qu'on se met à la place du petit lapin. Et à un moment donné, quand le petit lapin a peur, on se recroqueville dans un coin et on tremble. Et du coup, moi, j'invite vraiment les enfants à me suivre. Enfin, je fais, et les enfants me suivaient. Mais du coup, on est là, oh là là, qu'est-ce qu'il a peur, le petit lapin. Oh là là. Et du coup, on fait toutes les expressions pour que les enfants vivent dans leur corps ce que peut vivre ce petit lapin. Et du coup, quand après, les enfants voient d'autres enfants dans des émotions de peur, de frustration, et bien en fait, ils arrivent plus facilement à se mettre à la place parce qu'on l'a déjà fait dans le cadre du jeu. Au niveau social, ça permet aussi de gérer les conflits, d'apprendre à négocier, à exprimer sa frustration, à trouver un compromis. Si par exemple, vous avez 2 enfants qui se disputent pour un jeu, pour un petit livre, on va dire un livre, le rôle de l'adulte, ça va pas être tout de suite d'intervenir. On a tendance à vouloir intervenir pour éviter l'agressivité. Donc, évidemment, si vous voyez des petits gestes agressifs, il faut intervenir tout de suite. Mais s'il n'y a pas de geste agressif, il y a 2 enfants qui crient, et bien, en fait, l'intérêt de les laisser faire, c'est qu'ils vont trouver un petit compromis et essayer de chercher comment essayer de jouer ensemble. Donc, il y en a un qui peut proposer, on peut le lire à 2, ou il va aller chercher un autre jeu, une autre proposition. Bien sûr, si vous voyez que ça ne s'améliore pas et que ça peut dégénérer, le rôle de l'adulte va être d'intervenir et d'être médiateur. Je ne vous l'ai pas mis, mais il y a aussi le développement du langage. Donc ça, c'est dans tous les types de jeux. Il y a des jeux spécifiques pour le langage, mais dès qu'on fait un jeu avec les enfants, ça va développer son vocabulaire parce qu'on va nommer ce qu'on fait, on va décrire, on va raconter. Donc, l'enfant va pouvoir améliorer son vocabulaire, mieux comprendre, mieux se faire comprendre. Bon, il y a des jeux spécifiques sur le vocabulaire. Moi, ce que j'aimais bien et ce que je faisais acheter dès que j'étais en structure, et là, j'ai acheté d'ailleurs fréquemment pour mon cabinet, ce sont des séquenciers. Donc, ce sont des cartes avec des actions qui se suivent. Là, par exemple, je viens d'acheter un séquencier sur le harcèlement, donc avec différentes cartes pour parler de qu'est-ce qui se passe à chaque moment et parler des émotions derrière tout ça. Mais pour la crèche, moi, j'avais des séquenciers beaucoup plus simples avec des actions, notamment un enfant qui est en bas du toboggan, qui monte l'escalier, qui est en haut, qui descend. Et donc, du coup, ça permet de développer le vocabulaire en les montrant aux enfants. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il se tient, il va alterner les petits pieds pour arriver en haut. Oh là là, il est en haut, là, il est haut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et là, j'interroge les enfants, il va descendre. Donc, vous voyez, il y a plein de petits jeux qui sont vraiment super pour développer le vocabulaire, mais vous le faites
à tout instant. Si par exemple, vous proposez une activité gâteau aux enfants, eh bien, vous allez développer leur vocabulaire parce que vous allez leur parler des verbes d'action. On va remplir, on va mélanger. Vous allez parler des ustensiles. On va utiliser un plat, on va utiliser un fouet. Vous allez aussi parler des ingrédients. Ça, c'est de la farine. Ça, c'est du sucre. Le sucre, ça ressemble au sel. Donc, à tout moment, quand vous mettez en place une activité, de toute manière, il y a le développement du langage. Donc, voilà pour les aspects généraux et centraux du développement. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir en tête tout ça pour pouvoir l'exprimer quand vous racontez quel type d'activité vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que ça a permis à l'enfant. Alors, maintenant, on va parler des différents types d'activités en fonction des tranches d'âge. Donc, surtout, alors j'ai mis des tranches d'âge, mais c'est surtout en fonction de nos observations et des capacités de l'enfant. Pour ne pas enfermer que jusqu'à 12 mois, ils ont besoin de ça, à partir de 12 mois, ils ont besoin de ça. Donc, c'est vraiment à vous, professionnels, de sentir où en sont les enfants. Donc, le groupe, on va dire des bébés de façon large, ils sont dans une exploration qu'on va dire sensorielle et de manipulation très simple. Donc, l'objectif quand on met en place une activité chez les bébés, elle va être toute simple. Ça va être d'éveiller les sens et que l'enfant puisse découvrir son corps, les objets autour de lui et son environnement. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, les activités à proposer pour les bébés, c'est un tapis d'éveil avec des petits jeux sensoriels, avec différentes capacités sensorielles. Donc, des petits jeux sonores, des petits jeux plus visuels, des hochets, des anneaux, des cubes. On peut commencer des petits jeux de cache-cache pour que voilà, l'enfant puisse s'approprier son environnement, voir un peu tout ce qui se passe. Et la posture pro, vraiment adoptée avec les bébés, ça va être la sécurité au maximum, vérifier le matériel, être disponible physiquement, observer et encourager tout doucement. Ne pas aller trop vite. Des fois, on peut être dans une trop grande surstimulation parce que on a envie que vite les enfants se développent. Donc, vraiment, un encouragement tout doux. Pour le groupe des moyens. Donc, les moyens, ils sont dans l'imitation, dans les jeux moteurs. Donc, c'est des enfants qui commencent à marcher, commencent à parler. Donc, eux, l'objectif quand on met en place une activité d'éveil, c'est de devenir de plus en plus autonome. Donc, c'est vraiment soutenir l'autonomie, ouvrir le langage et ouvrir toutes les capacités au niveau de la motricité. Donc, leur permettre l'expérimentation à travers des bacs sensoriels, des tris d'objets, du bidouillage. Donc, vraiment, chez les moyens, c'est vraiment ça qui va être essentiel. Donc, le rôle de l'adulte, quand on accompagne des enfants moyens, ça va être de proposer un matériel qui va être varié, ajuster le matériel pour qu'il soit sécure et qui apporte de la curiosité, que les enfants ils aient envie d'aller voir. Là, vous voyez par exemple le petit bac sensoriel, l'enfant il va gratter pour essayer d'aller découvrir tout ce qui se cache et commencer à donner des consignes, vraiment pour la sécurité. Ensuite, pour les plus grands, là, l'enfant, il va être davantage dans de la motricité fine, des jeux qui vont lui permettre de développer des compétences relationnelles. Donc, pour les plus grands, l'objectif, ça va être de stimuler son intelligence, son imagination, la coopération avec les autres et son positionnement logique. Donc, ce qu'on propose pour des plus grands, ça va être tout ce qui va être activité créative, collage, peinture, construction, parce que derrière, voilà, il y a un objectif, des petits lotos, des petits mémories de façon adaptée. Et la posture pro adoptée, c'est on observe où en est l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin. On essaye au maximum de ne pas être dans quelque chose de trop dirigiste. On valorise ces initiatives, on soutient des compétences relationnelles et on est médiateur parce que c'est à l'âge où les enfants commencent à jouer et interagir les uns avec les autres. Donc, c'est là où il y a pas mal de petits conflits. D'ailleurs, si malheureusement vous avez ces tranches d'âge, enfin malheureusement, pas du tout, parce que moi j'adore cette tranche d'âge, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit malheureusement. Je voulais dire malheureusement, il y a beaucoup d'agressivité. J'ai animé un atelier sur l'agressivité et sur la posture à adopter. Donc si c'est un vrai enjeu en ce moment pour vous, n'hésitez pas à aller dans notre bibliothèque ou taper sur YouTube Bleu Éducation, gestes agressifs. Vous aurez un atelier spécialement sur l'agressivité. Donc, voilà pour les groupes. Donc, maintenant, on va voir en détail comment on met en place une activité d'éveil réfléchie de façon professionnelle. Parce qu'on ne propose pas une activité d'éveil comme des parents à la maison où ils sortent un bac, où ils sortent la peinture et on laisse l'enfant faire comme il veut. Derrière, il y a une vraie réflexion
et une attitude pédagogique. Donc, je vais reprendre point par point. Et ça peut être très intéressant pour structurer votre VAE si vous êtes en train d'écrire, si vous êtes dans la VAE d'AP, votre fiche 1 bis sur les activités d'éveil, ou si vous êtes dans une VAE EJE, de présenter une activité d'éveil que vous avez mis en place pour soutenir un apprentissage quelconque d'un enfant. Donc, la première chose à notifier et à réfléchir, c'est la préparation. On choisit l'activité adaptée. C'est pas genre ça me prend, tiens, aujourd'hui, je vais leur faire ça. C'est non, on adapte en fonction des besoins des enfants. On va préparer l'espace. Donc, c'est-à-dire un espace qui va être réfléchi, structuré, propre, et propice à l'exploration. Donc, on va ranger l'espace, on va choisir où on se met, qu'est-ce qui va être le plus adéquat. Est-ce qu'on propose des petites chaises, pas de petites chaises, est-ce qu'on met une bâche, est-ce qu'on ferme les portes, est-ce qu'on met des petites barrières. Donc, vraiment préparer l'espace pour pas qu'on se retrouve en difficulté avec des enfants qui vont toucher des objets ou qui vont se blesser. Donc, c'est vraiment essentiel. On vérifie toujours le matériel qu'on propose aux enfants, qu'il soit propre, en bon état et sans danger. Et on prévoit moins de matériel, mais mieux, un matériel qui va être adapté à notre objectif. Donc, si le matos, il est plus simple, il est plus accessible, eh bien, en fait, ça va permettre à l'enfant d'avoir envie de continuer. Si on propose trop de matériel, ça peut perturber la concentration. Donc ça s'apprend aussi petit à petit à jauger. Donc au début, on peut poser beaucoup de matériel et petit à petit en enlever quand on voit le matériel qui va être utilisé par les enfants. Et quand on propose une activité, c'est important d'avoir un objectif clair. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Souvent, quand on fait faire une activité d'éveil pour la première fois à une stagiaire qu'on encadre, on va lui demander pourquoi tu veux proposer cette activité? Parce que c'est dans ses objectifs de stage. Mais nous, en tant que professionnels, des fois, ça nous arrive, on est très spontané, on propose ça. Mais on ne réfléchit pas à qu'est-ce que ça apporte. Donc, c'est quand même important de se poser et de faire un peu la liste de ce que je propose et qu'est-ce que ça apporte à l'enfant parce qu'en fait, notre posture va être différente en fonction de notre objectif de proposition d'activité d'éveil. Exemple, si on propose du transvasement, tout de suite, ce qu'on se dit, ça va leur permettre la motricité fine. C'est un peu la base du transvasement. Mais ça va aussi permettre à l'enfant la concentration et de développer des compétences relationnelles, de partage, d'observation, d'apaisement. Du coup, c'est important dans notre proposition de penser aussi à ça. Si par exemple, aujourd'hui, le groupe a été très agité, eh bien en fait, moi, je veux plutôt proposer une activité où ils vont pouvoir se recentrer et être calmes. Eh bien peut-être comme le petit bac de transvasement, c'est tout petit, je vais prendre que 4 enfants parce que comme ça, ils auront un espace à eux. Donc voilà, de réfléchir au moment T. Pourquoi je le mets en place? Qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Et comment je vais le proposer? Je vais proposer peut-être des contenants légers. Je vais proposer une bâche au sol pour que, en fait, je ne sois pas tout le temps en train de vérifier si l'enfant a mis les choses par terre pour essayer au maximum de minimiser les interventions et le bruit. Donc, en fait, de toujours réfléchir à pourquoi je le mets en place à ce moment-là et quelle est l'attente pour l'enfant. Nous, par exemple, je pensais à ça quand on était en transvasement dans une de mes structures, on a eu la possibilité d'avoir une pièce. Donc, c'était la pièce du repas, une toute petite pièce où on pouvait les laisser libres dans l'exploration. Et du coup, on leur proposait souvent des petites pattes. Et ils avaient les jeux de dinette, les tables. Et en fait, les enfants pouvaient mettre des pattes de partout. Mais ils étaient dans une exploration hyper libre et c'était super pour eux. Par contre, pour anticiper la sécurité, on avait toujours un balai avec nous parce que par moment, on balayait pour éviter qu'ils glissent. Mais en fait, l'environnement était hyper adapté et adéquat pour les enfants. Donc, vous voyez, dans la préparation, pensez aussi à son matériel, toujours avoir un petit gant, un petit chiffon humide pour éviter de partir et de ne plus être disponible avec les enfants. L'observation. Donc, avant de commencer l'activité, on va observer les enfants. On va partir de leur énergie, de leur humeur, de leur disponibilité. Donc, ça va nous permettre d'ajuster la durée
et la mise en route. Si les enfants sont plutôt calmes et tranquilles, c'est le matin, ben on va pouvoir prendre le temps, mettre le matériel en place, expliquer les consignes. Mais si les enfants sont un peu dans une urgence parce que, je ne sais pas, il y a eu plusieurs conflits ou il y a eu une problématique et vous leur proposez une activité pour les rediriger, eh bien, on va tout de suite dans l'activité et pendant l'activité qui commence à explorer, on peut redonner tout doucement les consignes et adapter l'environnement. Si on n'a pas eu le temps de préparer, parfois ça arrive. Mais du coup, c'est important de partir de l'observation. On va aussi accueillir le rythme de chacun. Donc, il y a des enfants, ils vont s'engager très vite dans l'activité. Ils vont tout de suite y aller, commencer à toucher. Et c'est OK. Donc, c'est vraiment de laisser les enfants, donc il y en a qui vont y aller progressivement, il y en a qui vont être hésitants, il y en a qui vont y aller d'un coup, et ne pas les stopper. On propose et on adapte en fonction de chacun. Donc, si par exemple, vous avez un enfant, quand vous proposez le transvasement qui est plutôt agité, eh bien, vous pouvez un petit peu l'accompagner au début, l'emmener vers un contenant ou alors le laisser complètement libre parce que vous savez qu'il va se recentrer sur un objet qu'il va choisir. Donc, c'est à vous aussi de bien connaître les enfants, où ils en sont dans leur développement et qu'est-ce qui pourrait leur être utile à chaque moment. Pour la mise en place, donc proposer sans imposer, donc on présente l'activité simplement avec des mots adaptés, des consignes positives. On dit à l'enfant qu'est-ce qui va être autorisé. Comme par exemple quand on propose un jeu de société, parce que je vois beaucoup quand je relis des dossiers, ne pas jeter, ne pas mettre à la bouche. Le ne pas, l'enfant, il n'entend pas la négation. Donc, ce qui va plutôt être important quand on explique les consignes à l'enfant pendant l'activité, ça va être de lui dire ce qui est autorisé. Quand on fait un jeu, on explique les règles du jeu. On ne dit pas à l'enfant, on ne lit pas les règles du jeu, ne pas tricher, ne pas échanger les pions, ne pas être de mauvaise foi. On ne va pas lire ça. On va dire, c'est le plus petit qui commence, il va déplacer son plan en jetant le dé. Et bien, c'est pareil quand on fait une activité avec les enfants, donc de transvasement, on va leur dire, du coup, on va jouer avec les doigts, on va pouvoir attraper le sable, le mettre dans les petits récipients et on va rester autour du bac et sur la bâche. On garde bien ses petits pieds sur la bâche. C'est toute la nuance avec on ne sort pas de l'espace, on reste. On n'est pas du tout dans la même énergie quand on va expliquer les consignes et quand on va dire ne pas, ne pas, ne pas. Donc, l'objectif, c'est de laisser l'enfant explorer librement aussi sans montrer la bonne façon. Souvent, on est beaucoup dans, ça arrive malheureusement, je dis souvent, mais ça arrive que des professionnels soient dans une attente particulière pour un jeu. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, des collègues proposer des gommettes et il fallait coller les gommettes à l'intérieur du bonhomme. Mais pour l'enfant, ça n'a aucun sens de coller la gommette ici, comme ça. Ça se trouve, l'enfant, il a juste envie de faire une superposition ou de faire un contour. Donc, laissez l'enfant vraiment librement. Pareil pour si l'enfant, il veut faire une tour de Kaplan, mais son but, c'est peut-être que la tour tombe et du coup, de rire et de recommencer. Du coup, si on arrive, on dit attention, là, si tu mets comme ça va tomber. Donc, on évite d'être dans une proposition, mais plutôt d'être disponible pour l'enfant. Donc, d'essayer de se placer à hauteur d'enfant, mais un petit peu en recul. Bon, sauf s'il y a danger, bien sûr, vous allez être disponible et plus proche. Mais le rôle de l'adulte pendant l'activité d'éveil, ça va être plus d'être disponible et dans l'observation. Je vois par exemple pour une activité on va dire, jeu libre où les enfants sont en dinette, eh bien, parfois l'adulte va interagir avec l'enfant. Mais tu fais quoi? Est-ce que tu veux me préparer un petit thé? Eh bien, ça peut interrompre l'enfant dans son jeu. Ça peut être plus constructif pour l'enfant de dire, si l'enfant nous regarde, je te vois, j'ai vu, tu as mis la petite cuillère. On sourit, on encourage, on accompagne et on le soutient plutôt avec un regard plutôt que d'interagir dans son jeu. Et parfois, c'est très difficile pour les adultes parce qu'on a un peu un sentiment d'être inutile. C'est pour ça qu'on a envie d'intervenir ou parce qu'on s'ennuie. Moi, c'était plus parce que je m'ennuyais, parce que j'aime bien, je suis quelqu'un de très actif, donc d'être juste dans l'observation, ça peut être compliqué. Mais du coup, plus on a des outils professionnels et plus on sait pourquoi on observe pour adapter, pour analyser, pour faire des propositions qui vont être plus spécifiques à l'enfant, eh bien, en fait, on s'ennuie beaucoup moins. Donc là aussi, j'avais animé un atelier sur le jeu et sur les difficultés de jouer. Donc, n'hésitez pas à aller chercher aussi sur ce sujet si c'est vraiment un sujet qui vous parle.
Pendant qu'on est dans la mise en place aussi, on va laisser aussi l'enfant faire des erreurs, développer par lui-même son autonomie et sa motivation. En fait, plus il va essayer par lui-même, plus il va être persévérant. Donc, si par exemple vous avez proposé un jeu d'encastrement et que l'enfant il a mis des rouges et d'un coup un petit jaune, bah, l'adulte peut avoir tendance à dire bah, non, mais là tu t'es trompé, c'était les rouges que tu voulais mettre. Et du coup, eh bien, en fait, ça ne laisse pas l'enfant la possibilité de regarder, de prendre le temps et de se dire ah mais oui, là j'avais mis tous les rouges, bah lui c'est pas un rouge. Si l'adulte intervient, eh bien en fait on est trop dans quelque chose de dirigiste. Donc, on soutient le développement global. Dans l'accompagnement, on encourage, on verbalise, donc on va nommer les émotions, on va nommer les verbes d'action, on va nommer les découvertes. Dès qu'on voit de la surprise ou dès qu'on voit une nouvelle chose, bah voilà, on va le nommer pour que l'enfant il développe son vocabulaire et sa confiance en lui. Pendant qu'on accompagne, on va aussi encourager, valoriser quand ils essayent, même s'ils n'y arrivent pas. Hein, c'est toujours important que l'enfant il sente que, voilà, il a cette autorisation, qu'il sent que l'adulte lui permet de tester, d'essayer. Et on va aussi ajuster. On va ajuster en fonction de ce qu'on observe de l'enfant. Donc, on va enlever le matériel, on va simplifier, on va changer l'espace. Donc, ça, c'est important aussi à l'exprimer quand vous avez fini de mettre en place l'activité. Quand vous faites une restitution aux parents ou à vos collègues ou sur votre livret de VAE, de montrer tous les ajustements que vous avez faits parce qu'on en fait plein, mais on les fait très naturellement. Mais c'est très important d'avoir en tête tout ce qu'on a pu faire comme ajustement pour pouvoir l'exprimer. Et de respecter aussi pendant l'accompagnement les enfants qui veulent faire des petites pauses, qui ont envie de partir dans leur rêverie ou qui ont envie d'arrêter. Donc, vraiment une liberté au niveau comment dirais-je, de l'engagement dans l'activité. L'enfant a le droit, un petit moment, mais comme nous, quand on fait, je ne sais pas si vous faites des puzzles à la maison, il y a un petit moment, pendant 5 minutes, vous vous mettez à rêver. Et en fait, après, vous reprenez le puzzle. Et en fait, s'il y a une professionnelle à côté de vous, ou n'importe qui, qui vous dit, mais tu n'as plus envie, en fait, là, on va se poser la question, ah oui, est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie? Alors peut-être c'était juste une petite minute de pause et c'est OK. Donc, voilà, de respecter vraiment ça et de pas forcément tout de suite le nommer, mais laisser l'enfant, même s'il est autour du bac et qu'il fait rien, c'est OK. Et ensuite, la posture pour une bonne activité d'éveil de façon professionnelle, ça va être d'analyser et de faire un retour professionnel. Donc, d'observer quel était l'impact, ce que l'enfant a exploré, appris et découvert. Moi, par exemple, pour ma VAE de JE, j'avais vraiment fait une observation très fine d'enfants de tranches d'âge différents sur une activité d'éveil et j'avais noté tout ce que j'avais observé des deux enfants et j'avais fait des liens avec où ils en sont dans leur développement global et pouvoir mettre en place d'autres activités pour soutenir ces compétences. Donc ça va être essentiel de faire un retour d'observation, de voir ce que l'enfant a exploré, comment il a exploré, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a découvert. Repérer aussi de son analyse ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Par exemple, si vous avez fait, je ne sais pas, une activité, là ça va être Noël, donc des petits sablés de Noël avec les enfants, en fait, les emporte-pièces, c'était trop dur, ils étaient trop compliqués pour eux, ils leur faisaient mal quand ils appuyaient avec leurs petites mains. Donc, prévoir la prochaine fois des emporte-pièces plus simples, en plastique, ou alors proposer quelque chose qui va leur permettre d'appuyer, un petit rouleau, enfin voilà, d'adapter la proposition pour qu'elle soit adéquate avec les capacités des enfants. Ajuster aussi la durée, l'organisation, si c'était trop long la mise en place, trop long le rangement, donc peut-être proposer moins de matériel. Et aussi, dans le retour professionnel, être capable de formuler avec un langage plus professionnel. Donc, c'est pour ça que c'était important que je vous redonne toutes les bases au début de ce que ça apporte à l'enfant. Si, par exemple, vous avez un enfant qui est resté vraiment concentré, eh bien, au lieu de dire juste aux parents ou à votre équipe le soir, il est resté plus longtemps, il aime bien cette activité, d'avoir un vocabulaire plus soutenu. L'enfant a maintenu son attention grâce au matériel que j'ai simplifié, il a pu répéter son geste et cela l'a sécurisé et du coup, il a renforcé sa confiance en lui. Vous voyez, ça ne va pas être la même, alors que c'était à peu près ce que vous vouliez dire quand vous avez dit qu'il est resté plus longtemps et qu'il a aimé. Mais c'est d'avoir un vocabulaire qui va être plus étayé. Là, je vous ai mis un exemple d'une activité pâte à modeler.
Vraiment, avec tout ce que je viens de vous expliquer, donc préparer l'espace, réfléchir au matériel, vérifier que l'espace est sécurisé, regarder l'état émotionnel, donc comment ils sont, dans quel état d'esprit. J'anticipe en plaçant l'enfant le plus actif près de moi pour mieux l'accompagner. Donc ça, c'est important de le dire parce que souvent, on pense à le faire, mais on ne va pas l'écrire. Donc là, c'est vraiment dans une démarche de VAE, hein, ou même le dire quand vous exprimez aux parents. Hein, j'ai mis Mathias à côté de moi parce que voilà, il était dans plein d'énergie et du coup, il avait besoin de sentir que j'étais là pour l'accompagner physiquement. Présenter le matériel et présenter les consignes. Donc, ne pas dire on ne met pas dans la bouche, plutôt de dire on va faire de la pâte à modeler, on va jouer avec les doigts, on va écraser, on va rouler, on va faire des petites boules, on va pouvoir échanger les couleurs, partager le matériel. Voilà, on va garder ce petit tablier, on va rester autour de la table. Donc, on va présenter le matériel et les consignes aux enfants. Et après, exprimer comment vous vous êtes positionné tout le long de l'activité. Je suis restée à hauteur d'enfant, j'encourage leur découverte, je valorise leur essai, tu appuies fort, tu as fait une boule. Donc ça, c'est très important de montrer quel type d'intervention vous avez eu auprès des enfants pour soutenir leur apprentissage et pour démontrer que vous avez un recul et que vous n'êtes pas trop à proposer. Si par exemple, il y a un enfant qui vous demande et que vous êtes que dans faire des petits objets, donc faire des escargots, des pâtes à modeler, ça ne va pas soutenir l'apprentissage des enfants. Par contre, de montrer que vous avez verbalisé ce qu'ils font, là, ça soutient. Et du coup, de montrer qu'est-ce que ça a apporté aux enfants et de noter une petite analyse que 2 enfants ont eu besoin d'outils pour oser toucher, tandis que les autres explorent directement avec les mains. Donc, peut-être la prochaine fois, de peut-être commencer avec un petit couteau. Donc, proposer plus d'outils et petit à petit, déplacer les outils, vous peut-être toucher à côté pour donner envie aux enfants. Donc, voilà, un peu une activité professionnelle écrite et élaborée pour un livret 2. Alors, les attendus. Donc là, on va plus se spécialiser sur si vous êtes en rédaction de votre VAE. Qu'est-ce que le jury va attendre autour des activités d'éveil? Donc déjà, que vous fassiez des propositions qui vont être variées. Donc le jury, il va attendre que vous sachiez choisir des activités qui vont être adaptées au public et qui vont soutenir son exploration et sa curiosité. Donc, de voir que le matériel, que l'aménagement, que vous autorisez le détournement d'objets, ça va être essentiel de le notifier. Moi, par exemple, dans ma VAE, j'avais parlé d'un parcours sensoriel. Eh bien, j'avais montré que j'avais utilisé différents outils de récupération, par exemple des coquilles Saint-Jacques, des petites graines, pour montrer que le matériel était varié et que je n'avais pas fait des achats supplémentaires parce qu'on avait des restrictions budgétaires. Quand je propose, par exemple, des petites marionnettes, des activités, je racontais beaucoup l'histoire des 3 petits cochons, ils adoraient avec le loup. Eh bien, en fait, j'utilisais des objets de la crèche pour faire la petite maison des petits cochons, pour la maison en bois, les caplas, pour la maison en briques, des petits, comment ça s'appelle, des petits Lego. Et du coup, ça peut être vraiment quelque chose que vous allez expliquer dans votre VAE, comment vous avez utilisé le matériel, pourquoi vous avez fait ce choix de matériel, qu'est-ce que ça représente et comment vous avez pu être créatif dans ces propositions. L'espace sécurisé, donc ça, c'est essentiel de bien le notifier, que vous avez pensé à réfléchir à un espace qui est ouvert, qui est propre, qui est réfléchi et qui permet l'exploration libre. Que vous avez fait une observation fine de l'enfant. Donc ça, c'est l'un des points essentiels, particulièrement pour les VAE, EJE, parce qu'il va être nécessaire que vous montriez que vous ne faites pas les activités à la chaîne, mais que vous avez ajusté votre posture et que vous avez ajusté au rythme, au tempérament, aux signaux et aux réactions de l'enfant. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Je commence, par exemple, si vous avez donné les consignes pour une activité parcours moteur, je commence à donner les consignes et là, je vois que Kimber se lève. Du coup, j'interromps les consignes pour regarder Kimber et je commence à l'inviter à venir s'asseoir. Enfin, voilà, de montrer que dans la présentation de votre activité, vous avez été attentive à tous les signes. Comme si, par exemple, un enfant a peur de rentrer dans le tunnel, eh bien, de montrer comment vous l'avez observé,
comment vous avez rebondi, qu'est-ce que vous avez dit, comment vous avez accueilli son émotion, comment vous avez permis de l'encourager, est-ce que vous avez proposé une alternative. Enfin voilà, tout ça, ça va être essentiel de le montrer que vous avez observé finement avant d'agir et avant d'ajuster. De montrer comment vous êtes adapté au groupe, parce que c'est essentiel de montrer qu'on fait de l'individuel, mais aussi comment on a amené l'énergie dans le groupe, comment on a dynamisé, comment au contraire on a ramené le calme. Donc, quelle a été notre posture, notre ton, notre vocabulaire? Est-ce qu'on a donné des règles communes? Est-ce qu'on a eu une attention dirigée pour un enfant? Est-ce qu'on a adapté notre posture à un moment T? Souvent, les enfants, quand ils sont dans l'adaptation et qu'ils font les activités pour la première fois, on va prendre vraiment plus le temps de leur expliquer comment on va mettre en place la peinture, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'on va rester assise derrière eux, parce qu'en fait, ils sont un peu craintifs parce que c'est la première fois. Alors que si c'est des enfants qui ont l'habitude de mettre en place, de faire cette activité, ben, on ne va pas être dans la même énergie et dans la même disposition. On va avoir réfléchi, du coup, ça c'est important de le montrer, qu'on a réfléchi à pourquoi on propose et quel est le lien entre l'activité proposée et les compétences développées chez l'enfant. Donc tout ça, moi je le pose toujours quand je prépare à l'oral, quand n'importe quelle personne a présenté une activité d'éveil, pour quelle raison, qu'est-ce que ça, pas pour quelle raison, pardon, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant. Et du coup, j'invite toujours mes candidates à répondre en pensant à tout le développement global. Donc, tout ce que je vous ai montré aux premières slides, le développement cognitif, le développement langagier, le développement social, le développement moteur et j'en ai oublié un, cognitif, moteur, affectif. Et donc, du coup, par exemple, si la personne a présenté une activité pâtisserie, eh bien, de montrer tout ce que ça a pu apporter aux enfants. Donc, des compétences verbales, donc j'ai pu donner tous les termes, ustensiles, ingrédients, ce que je vous disais tout à l'heure. Des compétences au niveau relationnel, parce qu'ils se sont imités, ils ont attendu leur tour. Des compétences affectives, parce qu'ils ont pris en compte les consignes, ils se sont un petit peu lâchés en remuant, ils ont pu voilà, exprimer peut-être des émotions refoulées. Voyez, donc l'idée, c'est vraiment d'aller réfléchir par rapport à tout le développement global et d'avoir une posture pro. Donc ça, on l'a déjà dit, mais c'est essentiel. Donc, montrez votre professionnalisme, montrez comment vous avez encourager l'enfant à participer dans l'activité, comment vous étiez disponible, comment vous étiez peu interventionniste, à quel moment vous êtes intervenu. Le mieux, c'est de montrer j'ai intervenu en cas de danger, mais pas forcément de manière spontanée. Si vraiment l'enfant ne veut pas jouer, eh bien peut-être le rediriger, ajuster, expliquer des règles. Enfin voilà, posture professionnelle. Alors, il nous reste 5 minutes, je n'ai pas du tout fini, mais on va aller plus vite sur la grille d'observation. Donc ça, c'est un peu un résumé de tout ce que je vous disais. C'est une grille, un outil simple pour analyser votre posture professionnelle. Donc, OASI, observation de l'enfant, du rythme, adaptation du matériel, le sens, c'est-à-dire quel est l'objectif PEDA, et l'impact, qu'est-ce que ça a permis réellement. Donc ça, c'est essentiel de le faire dès que vous proposez une activité d'éveil. Donc là, je vous propose une petite slide, c'est un jeu où l'enfant va empiler des gobelets. Donc, je voulais mettre un enfant plus jeune, mais je n'ai pas trouvé. Mais on va imaginer que l'enfant a 18 mois. Et du coup, de voir un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça va permettre chez l'enfant, ce jeu. Donc, qu'est-ce que ce jeu va soutenir chez l'enfant? Donc, si on utilise la méthode observation, adaptation, sens et impact, l'observation, on voit que l'enfant manipule, donc il explore librement, qu'il est concentré, qu'il a un rythme très lent, qu'il prend le temps de voir le résultat de ses actions, donc qu'il va explorer à son rythme. L'adaptation, on voit le matériel qui est sûr, gobelets en plastique, qui sont légers, qui sont adaptés à la préhension de sa main, ils ne sont pas dangereux. Donc ça va être hyper important de le notifier dans vos livrets ou à l'oral si vous faites une transmission, que l'espace est dégagé, que l'enfant est sur un tapis. Bon, là, sur la photo, on ne voit pas, mais que l'adulte est en soutien à côté, mais qu'il ne va pas le faire à la place de l'enfant. L'adulte, il peut plutôt commenter ce que fait l'enfant. Ah, je vois que tu as empilé 2 gobelets. Oh, ils sont tombés. Donc voilà, plutôt dans cette posture, donc de montrer quelle a été la posture de l'adulte. Quel est le sens? Donc, qu'est-ce que ça permet à l'enfant? La motricité, la coordination, la concentration. Et quel est l'impact? Eh bien, l'enfant, il a pu répéter son action maintes et maintes fois. Donc, ça lui permet d'apprendre à maîtriser son geste.
il va avoir un geste qui va être plus précis. Ça va lui permettre de faire des erreurs, donc de construire sa confiance, de voir que quand il n'y arrive pas, il peut refaire et ça peut construire ses bases dans les futurs jeux de construction parce qu'en fait, il aura compris comment empiler, comment encastrer, comment ajuster sa posture. Donc, oui, avec un simple jeu, on a l'impression peut-être que c'est très simple, mais en fait, derrière, on peut faire vraiment une observation et une analyse professionnelle. Et on peut aller plus loin en se posant des questions et en les expliquant. Qu'est-ce que ce jeu, comment l'adulte pourrait faire favoriser l'exploration de l'enfant, donc en faisant par exemple une mise en scène, en valorisant l'enfant, en lui proposant les améliorations du jeu, proposant par exemple des petits objets, des marrons pour qu'il puisse vider, il puisse remplir. On peut aussi amener des compétences différentes, donc par exemple nommer les couleurs, la taille, comparer les hauteurs. Alors souvent on le fait beaucoup du début, mais c'est bien de laisser l'enfant dans l'exploration parce que vous avez vu qu'il fait déjà énormément de choses et après aménager et amener autre chose. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant est fatigué, quand l'enfant est frustré? On peut accompagner, travailler autour de la coopération, encourager l'enfant et petit à petit se remettre en retrait. Donc voilà, vraiment montrer cette posture de à ce moment-là, voilà ce que j'ai fait. Et après, petit à petit, je me suis remis dans la posture d'observation. Donc là, j'ai tout résumé. Comment montrer votre professionnalisme dans votre démarche de VAE, décrire concrètement la situation, expliquer votre intention, pourquoi cette activité, montrer votre posture et décrire l'impact sur l'enfant. Donc, une simple activité, ça peut vraiment montrer que vous avez des compétences professionnelles et illustrer votre savoir-faire. Donc, c'est essentiel d'avoir fait ce travail d'observation, d'analyse et de recul. Et là, je vous ai mis des petites formulations, donc n'hésitez pas à prendre en photo, que vous pouvez écrire dans votre VAE pour avoir un vocabulaire plus précis, plus professionnel et montrer vos compétences autour de l'accompagnement du jeu. Donc, je pense que vous l'avez compris, le jeu, c'est plus qu'un temps d'animation, qu'un temps de divertissement. Être pro, c'est vraiment accompagner l'enfant avec une posture sécurisante, valorisante, accueillante, et c'est un vrai savoir-faire. Et ça se travaille tous les jours. Tous les jours, on apprend à se positionner de mieux en mieux autour du jeu avec l'enfant et à chaque nouvel enfant qu'on accompagne. Donc ça, c'est super parce que ça nous amène plein d'ajustements professionnels. Donc, à vous de pouvoir le restituer et le notifier dans vos livrets parce que ça va faire de vous des futurs AP ou EJ.